Pardon, hein, bienvenue, merci d'être si nombreux. Est-ce que je fais un petit signe à 30 minutes? Oui, de toute façon, on bombe panneau qui est ici, ça, pas de problème. Je vais essayer pas trop d'arber. Simplement. Bon, donc, j'ai intitulé la notation, le karst, réservoir et voie de transit. Parce que comme on m'a dit, c'est de l'hydro qui nous intéresse, eh bien, le karst, je veux montrer que c'est un réservoir et que deux, c'est aussi une voie de transit des eaux souterraines, hein, et donc de la ressource en eau. Alors, je n'ai pas orienté spécialement vers la Mayenne, hein, j'avais pas suffisamment de documents pour faire un truc bien mayennais. J'ai dû aborder plutôt le problème de la genèse du système karstique. Alors, dans l'amont du cycle de l'eau, hein, c'est l'amont qui nous intéresse, c'est un point fondamental, c'est qu'est-ce qui arrive à l'eau, qui arrive sur un plateau. Alors, quelque chose que personne ne sait ici, bien évidemment, il y a une première partie qui part en évaporation et en évapotranspiration. Là, je raconte des choses que personne ne connaît, hein, c'est... Voilà. 2, il y a une partie qui s'en va en ruissellement. Et bien évidemment, ça dépend des secteurs, ça dépend de la dynamique des secteurs. Donnez-vous la peine d'entrer. Essayez de trouver une place, il n'y en a plus beaucoup, mais enfin bon. Donc, on a ces deux éléments-là. Et puis, le troisième élément, qui est celui qui nous intéresse, c'est le phénomène de l'introduction dans la masse. Donc, en l'occurrence, c'est l'alimentation des aquifères souterrains. Et c'est, pour moi, les mécanismes de transfert de l'eau de surface vers l'aquifère souterrain et voir sa résurgence en périphérie via le karst. Alors, l'eau souterraine, elle obéit à deux phénomènes spécifiques terrestres. La première, c'est son introduction qui se fait généralement verticalement pour des phénomènes de gravité, l'attraction terrestre, qui fait que quand la goutte d'eau elle tombe, eh bien quand elle arrive sur la masse et qu'elle pénètre la masse, elle veut continuer de faire comme elle a appris dans la descente dans l'air, et donc elle veut continuer de descendre. Et elle descend jusqu'à un niveau de base. Alors ce niveau de base, quel est-il? Alors, il peut être la pression, puisque les forces s'accumulent, il y a des poids au-dessus, tout ça s'accumule, et donc ça ferme les fissures, ça ferme les phénomènes de porosité, donc la perméabilité devient pour ainsi dire nulle, et donc l'eau va s'accumuler. Alors on a ce phénomène de pression, on a aussi le problème de la stratigraphie, on peut tomber sur un niveau imperméable, qui va au moins temporairement empêcher l'eau d'aller plus bas, et puis on va aussi avoir le toit de l'ennoiement, qui empêche l'eau d'aller plus bas, parce qu'il y a déjà de l'eau. Hein, donc ce sont les trois grands ensembles. Donc c'est une accumulation hydrique. Cette accumulation génère une charge pondérale qui va entraîner, et ceux qui me croient pas, eh ben, ils viennent me voir, je prends un marteau, je vais leur faire la démonstration avec leurs petits doigts. Hein, cette charge pondérale va générer une chasse de l'exercice de force latérale et non plus verticale. C'est ce qui explique que l'on ait des fuites latérales ici ou là. Alors soit elles peuvent se réaliser directement et sortir sur un vide, soit elles peuvent remonter par effet de pression pour remonter jusqu'au niveau d'ennoiement et donner un certain type de source qu'on connaît bien évidemment. Voilà, comme ça. Donc cette dynamique, la voilà. Cette dynamique, elle est plus importante à l'entrée qu'à l'arrivée. Hein, elle diminue, que ce soit chimiquement, que ce soit au niveau vélocité, que ce soit etc. Ça va en diminuant tout simplement parce que le gradient diminue au fur et à mesure qu'on descend. La capacité géochimique ou hydrogéochimique diminue aussi puisqu'il y a une charge minérale qui s'effectue tout doucement et donc petit à petit on perd de la compétence. On perd cette compétence en dynamique, on perd cette compétence en hydrogéochimie. Au niveau de la sortie des eaux, c'est la même chose. L'eau, il n'y a plus d'obstacle à la sortie, donc la goutte d'eau qui est au bord va sortir plus facilement, mais les autres gouttes d'eau qui sont plus à l'intérieur du massif attendent que les premières soient parties pour sortir. Donc on a là, au contraire, une augmentation de la compétence.
Donc, on a un phénomène de gradient et de pression qui génère l'écoulement vers la périphérie, et cet écoulement se fait de plus en plus facilement. J'indique ça aussi, ça, c'est le battement du toit de la nappe, ou du toit du réservoir, ça dépend les secteurs dans lesquels on se réalise, et donc ce niveau-là va changer, et bien évidemment, ça a des conséquences sur, en haute eau, les écoulements sont un peu différents des basses eaux. Alors, les introductions verticales, ici par gravité, on voit la une. On voit très bien, là, il y a ce qu'on appelle chez nous des bétues, des bétoirs, voilà, ou des pertes. Voilà, voilà le mécanisme. L'eau s'introduit et va perdre peu à peu de ses compétences en allant vers le fond. On peut avoir aussi des introductions subverticales, c'est le cas ici, où on a une perte qui vient, donc on a un écoulement superficiel, épigé, qui vient buter contre un relief, et donc l'eau va se perdre à l'intérieur ici. Alors, j'ai marqué subvertical, en fait, c'est faux, parce que derrière, il y a un puits de 40 mètres entièrement noyé. C'est-à-dire que l'eau, derrière ça, un peu plus loin, fait une chute de 40 mètres de profondeur. Comme c'est noyé, on ne se rend pas compte de la chute, mais les plongeurs s'en rendent compte quand ils vont dedans. Voilà. Et donc, on a ce mécanisme-là, donc de l'introduction subhorizontale, et qui va perdre de sa compétence en rentrant dans le massif. Les restitutions horizontales, selon le gradient, voilà, ici, une source légèrement perchée pour des raisons stratigraphiques. C'est la source de la Loue dans le Doubs. Ici, une restitution horizontale avec un léger gradient. On devine ici un petit peu, je ne sais pas si vous voyez, ça bouillonne légèrement. Il faut reprendre les cartes postales de 1910, où on a un jet qui fait à peu près 1,50 m de hauteur. Qui sort de là, c'est la source de la Bèze, en Côte d'Or. Voilà, et il y a une grotte là sur la droite qui redonne d'ailleurs sur la rivière, et les plongeurs s'amusent à rentrer ici et ressortir dans la grotte, ou rentrer de la grotte et ressortir par ici. Voilà. Vous avez les restitutions subhorizontales. Alors là, elle est un petit peu faussée parce que c'est un phénomène de pression. Voilà. Là, on a une remontée quand même de 70 mètres. C'est la fosse. Comment elle s'appelle cette fosse? Tu te souviens? La fosse d'Yonne. Et nous sommes là à Tonnerre dans l'Yonne. Voilà. Donc là, elle est en crue. C'était avec moi quand on l'a vue en crue, non? C'est ça, voilà. Vous voyez, donc là, ça débite bien. Alors, c'est intéressant parce que, comme ça, il n'y a pas longtemps qu'elle est connue, eh bien, au Moyen-Âge, les gens ont tout équipé autour et on venait laver le linge. Et avec, d'ailleurs, même des cheminées permettant de faire des feux pour faire sécher le linge plus rapidement. Voilà. C'est en plein milieu de Tonnerre. C'est un site absolument magnifique. Voilà. Et puis ici, là, on est sur le littoral normand, dans la Craie. Une des plus grosses sources qui existent sur le littoral normand, et vraisemblablement la plus importante dans la Craie, entre 2 mètres cubes et 2 mètres cubes 5 secondes. C'est relativement correct. C'est de l'eau douce. J'y étais la semaine dernière, on est allé goûter, en effet, c'est bien de l'eau douce. Et elle n'est pas trop mauvaise parce que je n'ai pas eu mal au ventre. Et puis là, on a un petit phénomène de remontée. Il faut savoir que ça, c'est ce qui reste du drainage, parce que en amont, la ville du Havre a fait un captage dessus et pompe pour alimenter la moitié de sa population. Alors là, l'alimentation du Havre, c'est 250 000 habitants. Donc, pour alimenter 150 000 habitants, voilà. Et il y a quand même, malheureusement encore, ou heureusement, cette magnifique sortie sur le Platier, et qui montre tout simplement qu'on est dans des renouements relativement légers qui sont dus à la dernière transgression, vraisemblablement une dizaine de mètres à peu près de profondeur. Alors, avant le karst, il y a le primo-karst. C'est-à-dire, dans l'antékarst, il y a quelque chose qui prépare le karst. Alors, ici, un petit rappel rapide, pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Un, c'est l'ensemble végétal et animal, avec une petite végétation qui va vers le haut. En deux, c'est l'encaissant, qui est donc le domaine de l'hydrogéochimie. En 3, ce sont les formations superficielles, généralement des formations meubles. Une grande partie, généralement, est attribuée au phénomène de destruction et de modification de l'encaissant 2. Donc, c'est un niveau d'altérite.
altération du toit. Et puis en 4, eh bien, quelque chose que tout le monde ne connaît pas forcément, c'est qu'au niveau, là ici, cette bande noire, eh bien, correspond souvent à la mise en place d'un écran argileux dû à la dissolution de l'encaissant calcaire, qui libère, qui fait disparaître bien sûr le CaCO3 et maintient en conséquence un ensemble de smectites, donc des argiles. Et ces argiles, elles créent un niveau imperméable sur lequel s'établit un aquifère temporaire ou saisonnier qui est responsable chez nous en Normandie, qui apporte à peu près 70% de ses ressources à la reprise végétale au printemps, c'est-à-dire actuellement. Et donc c'est un aquifère suspendu. À partir de cet aquifère suspendu, on a fait bien sûr des analyses de cet aquifère suspendu. Il est pas tout à fait, mais il est pas loin de la qualité géochimique des eaux de la nappe profonde. Donc fortement chargé, y compris en bicarbonate de calcium, et donc ce qui prouve bien qu'il y a des contacts avec l'encaissant en dessous. Et donc voilà, on a des mécanismes. En fait, là, on a un écran qui délimite ici un manteau d'altération, et puis là, on a des éléments qui vont descendre, que nous, on a baptisé des racines du manteau d'altération. Il n'y a pas d'aval. Ça, c'est un point important. Il n'y a pas d'aval. Donc, s'il n'y a pas d'aval, il n'y a pas d'hydrodynamisme. Donc, on ne peut pas parler de karst. Parce que le karst, c'est hydrogéochimie plus hydrodynamique. Là, il n'y a pas d'hydrodynamisme. On est dans le monde des altérites. Alors, l'expression du primokarst, en voilà une. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle de l'isaltérite ou altérite isovolumétrique. Qu'est-ce que ça veut dire, isovolumétrique? Ça veut dire qu'on a une altérite qui a conservé le volume de la roche originelle. On a conservé le volume, et donc vous voyez en fait là, normalement l'encaissant c'est blanc, et vous voyez ici que le blanc il a changé de couleur. Et ça c'est de l'altérite, et c'est essentiellement des argiles. Et ça garde le même volume, donc isaltérite ou altérite isovolumétrique. Alors là, il y a plusieurs phases dans l'évolution de ce primokarst. La première phase, la voici, c'est la phase de l'altérite. Donc vous regardez, ici vous avez votre encaissant, là aussi. Entre les deux, on a une fissure, deux fissures. On s'aperçoit que le cœur de la fissure est noirâtre, ce sont nos argiles. Et de chaque côté, on a des éléments un petit peu plus jaunâtres qui sont l'altération de l'encaissant. Alors, le voilà, réexpliqué, là, voilà ce que je viens de vous raconter. Vous avez cet accident ici, vous avez en plus la chance d'apprendre les termes en anglais, profitez-en. Voilà, j'ai pas retrouvé ma version française, donc j'ai obligé de prendre la version anglaise. On retrouve ici l'axe de smectite, et puis de chaque côté vous avez une craie altérée, mais on peut le retrouver dans d'autres substrats, y compris non calcaires, ou non carbonatés. Et de chaque côté donc on retrouve des cendres, des sables résiduels. Qui sont la couleur jaunâtre que vous avez ici. L'accident tectonique est matérialisé par la ligne de smectite, et puis une alimentation qui vient de la surface. Ça, c'est le premier stade. Le deuxième stade, le voici. Vous voyez que, au lieu d'avoir uniquement la fissure, on a ici un élargissement notable de cette fissure. Cet élargissement notable de cette fissure doit être attribué à un phénomène de niveau de base, qui fait que l'eau ne descendant plus et ayant conservé encore ses capacités de dissolution, va dissoudre latéralement puisqu'elle ne peut pas descendre plus bas. Donc on doit envisager qu'ici, il y avait un niveau de base qui bloquait l'évolution. Donc on retrouve la même chose, et vous voyez donc ce mécanisme. Elle est morte. Vous voyez donc de chaque côté ce mécanisme, ces petites flèches grisâtres qui vous indiquent l'élargissement à une certaine altitude de ce phénomène. La phase 3, on quitte l'isaltérite pour entrer dans l'allotérite. Allotérite ou altérite tassée. C'est-à-dire qu'on avait un squelette de roche, si vous voulez,
Et puis c'est comme la Tour Eiffel. Moi, je sais, même une nuit, je me suis réveillé en faisant un cauchemar. C'est comme la Tour Eiffel, c'est-à-dire que vous avez la Tour Eiffel, c'est un bâtiment en construction. C'est un bâtiment, vous imaginez, si on met des parois, si on met des fenêtres, si on met des planchers, des plafonds, etc., ça vous fait une petite maison assez sympathique quand même, hein. Vous avez de quoi recevoir du monde sans être gêné, hein. Voilà. Eh bien, le squelette de roche, c'est la même chose. C'est une roche sur laquelle il n'y a plus qu'une certaine structure. Si, sur la Tour Eiffel, vous retirez la poutre qu'il faut pas retirer, la Tour Eiffel s'effondre. C'est ça qui m'a réveillé dans mon cauchemar. Là, ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a un moment donné, on passe le seuil de rupture. Hein, vous savez, les événements se font lentement, mais les accidents sont instantanés. Là, c'est exactement ce qui s'est passé. D'un seul coup, on dépasse le seuil de résistance et on rentre dans le domaine de la rupture. À ce moment-là, on a un phénomène de tassement de l'altérite qui, d'isoaltérite, devient une allotérite et elle se tasse et elle libère un espace. Et si vous suivez le profil de la voûte et que vous le rapprochez du profil du sédiment, enfin c'est pas du sédiment, du comblement, c'est pas du comblement, mais du résidu d'altérite, vous pouvez voir qu'il y a un certain parallèle qui existe. Voilà. Donc c'est tassé sur soi. Alors voilà, donc ce que ça génère, avec vraisemblablement en même temps un arrêt d'alimentation du front. Et donc simplement, l'altérite se tasse sur elle-même et libère un espace dans lequel l'air peut pénétrer. Alors, quand l'air peut pénétrer, on arrive au 4e stade, c'est le stade de l'allotérite ouverte, et à ce moment-là, on peut avoir des introductions depuis la surface. Alors, premier élément d'introduction, ce gros bloc qui vient d'ici de cette paroi. Vous retrouvez le profil ici. Voilà, d'accord. Vous avez là le profil, le bloc s'est décroché et est tombé sur l'altérite. Et le deuxième élément très important, ça c'est pour les amateurs d'eau de qualité. Je vous assure que cette eau est d'excellente qualité avec les petits apports biologiques et chimico-biologiques, ici et là, qui viennent de l'exploitation de surface des traitements phytosanitaires. Donc l'eau, elle est traitée phytosanitairement parlant, donc vous n'allez pas attraper de saloperie avec les bestioles, hein. Peut-être avec autre chose, mais pas avec les bestioles. Voilà le mécanisme. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce 4e stade, c'est l'introduction d'éléments extérieurs, et c'est à ce moment-là que l'eau peut arriver avec une certaine vitesse et en noyer cet ensemble. S'il y a une continuité, vous passez à ce moment-là dans un régime hydrodynamique et donc l'instauration du karst. Parfois, il faut encore attendre avant que passer de ce 4e stade pour entrer dans le stade de l'hydrodynamisme. Pourquoi? Parce qu'il faut créer un aval. Sans aval, il n'y a pas d'hydrodynamisme. Alors, la naissance de l'introduction karstique, je reprends le schéma de tout à l'heure. Le point 4, eh bien, je reviens sur cette notion que je vais signaler ici, qu'on va appeler donc la racine du manteau d'altération. Voilà, c'est le domaine de la racine du manteau d'altération, c'est-à-dire que ce manteau d'altération qui évolue d'une façon globale, lui est précédé par des introductions concentrées qui annoncent la progression de ce front. Alors, je vous ai parlé du liseré imperméable au contact, et bien le voilà, vous le voyez ici. Voilà, ça c'est rien que des argiles. Et vous voyez que le liseré, il est stratifié, qui correspond bien à l'altération de l'encaissant. Et la couleur vous laisse penser que ça doit être relativement malléable et que c'est du type argileux. Croyez-moi sur parole, si vous ne me croyez pas, je vous envoie le voir. Et puis vous verrez bien. Voilà. Alors, vous avez au-dessus le résidu de l'encaissant qui est concentré en argile et en silex. Hein, c'est le résidu de l'altération du toile. Voilà. Et en dessous, ici, vous avez l'encaissant normal carbonaté. Et vous voyez que dedans, il y a des silex. Hein. On en voit ici, on en voit un deuxième là. Et donc ici, c'est une fois le calcium évacué, il vous reste les argiles à silex. Alors, à partir de ça, eh bien voilà, on a une introduction karstique de l'eau. Vous voyez, le contact, il est vraiment très proche, on le voit ici. Et là, déjà, les eaux sont concentrées, ça a permis la mise en place déjà d'un petit drain. Alors, la naissance des racines du manteau d'altération, eh bien voilà, hein, là, découvert lors de SAP réalisé pour une construction.
c'est à côté de chez moi. Eh bien, vous voyez, il y a 3 éléments. Vous avez 1, l'encaissant. 2, le contact que vous voyez ici, qui sont des argiles de décalcification, extrêmement glissantes lorsqu'elles sont remplies d'eau. Et au milieu, c'est ce qui vient de la couverture superficielle des lœss. Donc, on a une perte de matière, bien évidemment. Tout ce qui est carbonate de calcium s'en va, libère donc un espace que la couverture d'au-dessus en lœss va remplir à son tour. Et donc, l'ensemble va descendre tout doucement vers le niveau de base de tout à l'heure. Ça donne ça. Les racines du manteau d'altération, ce que les Anglais appellent les solution pipes. Voilà. Donc, ça vous donne quand même ce grand ensemble-là. Vous voyez que ça peut être impressionnant et important. Hein. Là, les profondeurs, c'est une bonne entre 20 et 30 mètres de hauteur. Voilà. Et il y en a quelques-unes. Alors, vous allez me dire, ouais, ça arrive, ouais, c'est parce que tu travailles dans la craie, donc ça se voit dans la craie, mais ça n'existe pas ailleurs. Alors ici, je signale ça, ceux qui veulent m'accompagner et faire un petit tour au Brésil. Ici, on est en train d'atterrir pour l'aéroport de Belo Horizonte, et on passe au-dessus de carrières souterraines, de carrières superficielles, et on est dans des calcaires très récents, néoprotérozoïques, 560 millions d'années. Ah, c'est des calcaires tout neufs. Hein. Voilà. Je ne sais pas si on fait plus vieux. Pas beaucoup, hein, pas facilement. Hein, néoprotérozoïque, 600 millions maximum, hein, c'est ça. Hein. Voilà. Là, 560. Donc, ça commence à être sérieux. Eh bien, vous remarquez qu'il y a très, très peu de racines du manteau d'altération. Hein. Il n'y en a que quelques-unes. Hein. Voilà. Il y en a très peu. Puis, vous voyez, elles ne vont pas très profondément non plus. Hein. Voilà. Dans des bons vieux calcaires cristallins, absolument magnifiques, vous voyez. Donc, vous retrouvez les 3 éléments. Hein. 1, l'encaissant. 2, la couverture sédimentaire. Et 3, les racines. Donc, c'est un phénomène universel. Alors, la même chose vue d'en dessous dans une carrière souterraine. Vous pourrez noter la faible densité, la largeur à peu près à ce niveau-ci, c'est environ 6 mètres de large. Voilà, ça vous donne une idée quand même de la densification possible de ce genre de phénomène. Hein. Voilà, donc ça, ici on est dans les craies du Maastrichtien, on est à côté de Maastricht, donc à la frontière belgo-hollandaise. Ça vous donne une idée un petit peu de ce qui s'y passe. Alors dans le massif, on va avoir un 3e élément qui est fort intéressant, ce qu'on appelle les bandes et les anneaux de Lisgang. Là, ici, on est dans une cavité de la comment ça s'appelle, la Saône-et-Loire. Oui, c'est ça, le 71, la Saône-et-Loire. Et là, on a une voûte bien particulière, puisque, vous voyez, le calcaire qui devrait être plutôt ocre, eh bien, on s'aperçoit que dedans, il y a des aspects un peu violets, notamment pas mal le long des fissures, voilà, qui sont ce qu'on appelle des bandes de Lisgang, c'est-à-dire c'est des phénomènes d'altération de l'encaissant, des concentrations minérales spécifiques qui montrent bien qu'à l'intérieur de la masse, il y a des mouvements qui se sont réalisés et qui permettent des concentrations à certains endroits et des dilutions dans d'autres. Alors, tant que c'est linéaire, ouais, bon, on a vu que ça pouvait quand même donner des choses, mais tant que c'est linéaire, on se dit oui, bon d'accord, c'est un petit truc. Mais quand ça devient circulaire, ça donne des anneaux, là, ça prouve qu'on a des points de concentration de l'altération. Altération, il faut le prendre dans le sens de modification de l'état originel. Hein. Donc on a des modifications de l'altération qui se ponctuent. Et en se ponctuant, ça peut déboucher. Voilà un autre exemple ici. Hein. On a là le cœur, et puis un premier niveau bien visible, un deuxième, un troisième, quatrième. Voilà, simplement vous montrer que là, on a une concentration. Et la concentration, si vous avez compris ce que je vous ai présenté sur le primo-karst, vous pouvez tout à fait imaginer qu'à un moment donné, cette concentration puisse permettre l'évacuation complète par dissolution de l'altérite. Et ça donne ça. Vous avez ici une alvéole. Cette alvéole présente une entrée. Il n'y a pas de sortie. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas d'écoulement. On a une altération
de l'encaissant, on a la création d'un vide, bon c'est nous qui l'avons vidé, hein, mais on a retiré l'altérite qui était dedans, ça vous donne un vide, mais ce vide n'a pas de débouché. Donc, pour avoir un débouché, il faut un amont, un aval. Là, on a peut-être un amont, on n'a pas d'aval. Ou si on a un aval, on n'a pas un amont. Donc, on n'a pas de circulation. Mais on peut avoir parfois des connexions entre des alvéoles qui sont très proches les unes des autres. Et donc, je vous en ai signalé quelques-unes. Ici, on en a une. Ici, on en a une seconde. Là, on en a une troisième. Là, on en a une quatrième. Et ça permet de dégager tout doucement un cheminement potentiel si un aval se dégage. À ce moment-là, l'eau peut commencer à se déplacer par interconnexion entre ces différentes alvéoles. Alors, à partir de là, on peut aborder le problème de la dynamique des eaux. Alors, j'insiste sur un point absolument fondamental, c'est la jonction hydrokarstique. La jonction hydrokarstique, c'est la mise en place d'un aval et donc la réalisation d'une continuité hydrodynamique. Je reprends ce qu'on a vu tout à l'heure, les introductions verticales, les introductions horizontales et la restitution qui est de plus en plus efficace quand on sort, bien évidemment. Mais la jonction, qu'est-ce qu'elle fait? La jonction, elle régénère les introductions et les envoie vers la restitution. Et quand cette jonction permet de passer de cet ensemble d'introduction à l'ensemble de restitution, cette jonction, c'est une jonction hydrodynamique, c'est-à-dire que l'on crée un parcours complet de l'eau, de la perte à la résurgence. Hein, c'est un lien on a un lien de continuité hydrodynamique, et la continuité hydrodynamique permet la vitesse, l'évacuation, etc. Avec toujours le battement piézo, hein, donc il faut tenir compte. Alors, ça va nous permettre de passer, cette ouverture nous permet de passer de la racine du manteau d'altération au puits. Vous avez ici au premier plan en 2, vous avez le résidu. Viens vite t'asseoir avant que ça soit trop tard. Vous avez ici au 2 le résidu d'argile à silex. Et vous avez en 3, vous avez les alvéoles qui correspondent à l'altération au contact des argiles à silex, des petites alvéoles qui ont plutôt tendance à être de forme subhorizontale. Et vous avez en 4 les cannelures correspondant à l'écoulement de l'eau depuis un amont en hauteur, et c'est vertical, hein, ça c'est les flèches vous indiquent la verticalité à peu près, et ça vous dégage ici les cannelures verticales d'écoulement. C'est-à-dire que on quitte le domaine de la racine du manteau d'altération avec ses argiles à silex pour entrer dans le domaine de la circulation libre, le puits. Et c'est comme ça que naissent les gouffres. Oui? Alors, au niveau restitution, ma continuité tout à l'heure en 1, ma continuité de mes alvéoles jointives, eh bien, d'un seul coup, il y a une jonction qui se réalise en amont, l'eau qui arrive par la jonction, par la racine du manteau d'altération grâce à la connexion, eh bien, va à partir de cet ensemble d'alvéoles, va utiliser ces alvéoles, mais va surtout créer un passage qu'elle va calibrer et qui va être beaucoup plus rectiligne que ma conduite en alvéole. Vous voyez, l'alvéole s'arrête pas de tourner, et vous voyez que mon passage en surface, il est beaucoup plus direct vers moi, et ça donne un trou de serrure. Alors, c'est intéressant parce que souvent on dit que le trou de serrure, c'est l'abaissement du niveau d'eau. Là, je suis en train de vous démontrer que c'est pas un problème d'abaissement du niveau d'eau. Ce genre de trou de serrure, c'est la preuve d'une jonction entre une perte et la résurgence. Alors que les alvéoles de la base, c'était simplement un écoulement de la nappe, de l'encaissant, vers une restitution. Donc c'est pas du tout le même comportement au niveau disponibilité hydrologique, notamment en cas de distribution. On peut pas tout à fait pomper le même chose. Oui. Allô? Piti. Voilà. Alors, à partir de là, on a un point important qu'il faut retenir. Vous avez ici la barre rouge à plusieurs niveaux. C'est la vitesse de l'écoulement. Ça va d'une vitesse lente à gauche vers une vitesse rapide à droite.
Et puis, vous avez deux ensembles. Vous avez les effets mécaniques de l'écoulement et vous avez les échanges géochimiques résultant aussi de l'écoulement. Vous apercevez que pour les effets mécaniques, vitesse lente, on a du dépôt. C'est ce que je montrais tout à l'heure à certains qui me voyaient jouer avec les petits cubes de notre ami Daniel. Voilà. Alors, on va passer du dépôt à une vitesse moyenne qui permet le transport et à une vitesse élevée qui permet l'érosion. Et quand la vitesse diminue, on passe de l'érosion au transport puis au dépôt. D'accord ? Au niveau des échanges géochimiques, c'est la même chose. Quand ça circule lentement ou ça circule pas, vous avez vu, on était dans le domaine de l'hydrogéochimie, on a l'altération qui se développe énormément. Altération profonde. Quand la vitesse accélère, l'altération est moindre, elle diminue. Et quand ça circule vite, l'altération, elle est réduite. Elle n'est jamais nulle, mais elle est très réduite. En fait, elle n'est pas mesurable parce que la vitesse rapide élimine ce qui est petit à petit altéré. D'accord ? Alors, je voulais vous montrer ce que sont des alvéoles de corrosion. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Vous avez le personnage qui vous donne l'échelle, là en bas. Voilà. Donc, vous avez un drain karstique classique, traditionnel, au milieu, haut de quelques mètres. Et puis, là-dessus, eh bien, vous avez des phases d'inondation. On est ici dans un contexte d'ennoiement de type polier, donc saisonnier, la montée de la nappe saisonnière et qui vient bouffer la roche, le calcaire. Alors ici, c'est pas une craie, c'est une fois de plus, un petit calcaire néoportérozoïque. Et vous voyez qu'il part aussi facilement que n'importe quelle dentelle. Non, ça c'est pas en France, c'est au Brésil. Mais oui, ça aurait pu être en France, mais non, j'ai pas vu ça en France. Mais vous voyez quand même que ça donne des choses assez conséquentes. C'est très spectaculaire et le mécanisme est facile à comprendre quand vous avez réussi à ingurgiter ce que je vous ai raconté. Et puis vous avez à l'autre extrémité la vitesse rapide, c'est le régime dit torrentiel, et là on a ce qu'on appelle des cupules d'érosion. Alors les cupules d'érosion, c'est dû à la vitesse d'écoulement contre une paroi qui génère des effets de circulation rétroactive, donc demi-tour de l'eau contre la paroi, des phénomènes de succion qui aspirent la paroi, et donc vous avez des lames qui sautent. Et c'est ce qui explique sa mise en place de ces formes-là. Et on a, en même temps qu'on a la mise en place de ces formes-là, on peut, grâce à ces formes, déterminer le sens de l'écoulement. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait l'opposé, c'est l'autre échelle. Alors, à partir de là, une série d'images pour vous montrer un peu tout ce que ça peut représenter. Collecteur dans la masse, stratigraphique. Alors, vous voyez, c'est un magnifique tube. Vous avez au fond le petit arbre qui vous donne l'échelle. C'est un conduit d'environ 1 mètre, 1,50 mètre de diamètre. Vous avez les collecteurs sur axe faillé que personne ne connaît ici. N'est-ce pas mon bijou, Ça, personne ne connaît ça, voilà. Extraordinaire, c'est une faille. Et on voit très bien que le bloc de droite est descendu par rapport au bloc de gauche. Ce qui fait que pour trouver la continuité de la fissure, il faut aller chercher là en bas. OK ? Il n'est pas dans la paroi. Donc ça a forcément bougé verticalement. Là aussi, personne ne connaît ça. Notamment l'individu à gauche ne peut pas reconnaître de quoi il s'agit. Voilà. Donc ça, c'est encore un exemple de la région. Donc le phénomène de collecteur par coalescence, quelque chose qui est rarement abordé et qui est absolument fondamental. C'est-à-dire que vous avez plusieurs drains parallèles, ou plus ou moins parallèles, qui se côtoient un petit peu et puis qui croissent tout doucement. Et la croissance fait que les cloisons qui les séparent diminuent jusqu'à aller jusqu'à disparaître. Donc ici, on a parfaitement la connexion entre ces deux ensembles qui visent par ne donner plus qu'un seul conduit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la coalescence. On a des collecteurs en trous de serrure. Alors c'est très important, là vous allez comprendre quand même que le collecteur, c'est bien évidemment une question de dimension. Un collecteur, c'est forcément grand. N'est-ce pas ? C'est forcément grand. Bon, la personne qui est là, chose de 42. Et le truc intéressant, c'est que c'est quand même un collecteur complexe puisque c'est un trou de serrure en même temps. Voilà. Alors ça, c'est dans les calcaires récifaux de Guadeloupe, à Marie-Galante. Pas très loin d'ici.
Voilà. Et puis ça, c'est un collecteur sur la stratigraphie. Alors ça, je suis embêté. J'ose vous dire où c'est, ça? Ah, c'est pas en Mayenne, hein. Vous pourrez remarquer que c'est un conduit complexe. Regardez le chenal de voûte là-haut, au-dessus des personnages. Hein? Donc c'est un collecteur qui a été comblé. Et puis après le comblement, il y a une phase d'assèchement, puis une recirculation sur le comblement qui vous a fait donner le chenal de voûte. Puis une nouvelle évolution qui a évacué le sédiment. Voilà. Et puis aujourd'hui, vous avez la circulation pipi de chat sur le côté, qui vous montre bien que le pipi de chat aujourd'hui, la cavité est une cavité de régime fossile, dans lequel passe de l'eau, mais c'est tout à fait c'est erratique. Hein, voilà. Alors, voyez la largeur. On est dans quoi? Quelqu'un peut-il me dire dans quelle roche on est? Non, c'est pas de la craie. Non, c'est pas des calcaires schisteux. Non, c'est tout la même roche. Oui, ce sont des grès. Alors, c'est pas Fontainebleau, hein. Ça se saurait. Ça n'est pas Fontainebleau, c'est au Brésil. C'est au Brésil et c'est dans le cœur du Brésil. C'est à côté de la ville de Cuiabá, qui est le centre géodésique de l'Amérique du Sud. Donc c'est vraiment en plein centre de l'Amérique du Sud. Et voilà, c'est une cavité. Ce collecteur-là, il est rectiligne sur à peu près 1 kilomètre. On passe de la perte à la résurgence. Quand on est au milieu de la galerie, à mi-distance, 500 mètres de chaque côté, on voit la lumière de jour de l'entrée, on voit la lumière du jour de la sortie. C'est dans les grès. Et allez pas me dire que ce sont des gars qui ont creusé ça. Hein. D'accord ? Oui. Alors, autre élément super important, c'est la pression à la voûte, la fameuse notion de cheminée d'équilibre. Alors ici, on a une cheminée d'équilibre relativement correcte, 8 mètres de hauteur, en forme de coque de bateau retournée, hein, forme de barque retournée le long d'un accident. Qu'est-ce que c'est qu'une cheminée d'équilibre? Cheminée d'équilibre hydrostatique, c'est la mise en charge d'un réseau et la pression est tellement forte qu'elle finit par ouvrir un petit espace le long des accidents tectoniques afin de pouvoir digérer l'énergie que procure la pression à la voûte. Alors, voilà un exemple. Voilà un autre exemple. Personne ne le connaît ici non plus. Voilà. Qu'un deuxième exemple sur un accident oblique relativement conséquent en hauteur quand même, hein, il y a quelques mètres quand même de hauteur. Et puis je rappelais tout à l'heure que on a à peu près le même phénomène en plus complexe sur la grotte de la Luire dans le sud du Vercors, hein, qui a accueilli dans son porche un hôpital pendant la dernière guerre mondiale avec un gîte que s'étaient aménagé les résistants en hôpital, etc., et qui ont été massacrés par les Allemands lors de l'invasion du Vercors. Et cet ensemble descend à 460 mètres de profondeur, rejoindre la rivière. Et lors des crues, certaines crues, pas annuelles, mais pas loin, il arrive que la Luire offre ce qu'on appelle une crevaison. C'est-à-dire que l'eau sort par la gueule d'entrée, 460 mètres plus haut que l'écoulement normal. Cheminée d'équilibre de 460 mètres de hauteur. Qui dit mieux, hein? C'est plus que la fontaine de Vaucluse avec ses 306 mètres. Alors, en guise de conclusion, je vais vous parler de ce qu'on appelle la longue gestation du karst. C'est-à-dire que vous voyez tout un ensemble. On a globalement ce qu'on peut appeler le pré-karst et le karst. Le temps qui s'écoule, vous avez un premier ensemble d'antékarst, un deuxième ensemble de primo-karst, un troisième ensemble karst. Alors, on va expliquer tout ça. L'antékarst, c'est tout ce qui se passe avant la préparation d'un éventuel futur karst. Donc, vous avez d'abord une altération diffuse, puis une saturation. La saturation, eh bien, c'est la présence de l'eau dans l'ensemble de la porosité, voire de la structure. En fait, globalement, c'est un problème de perméabilité, hein, où on ajoute porosité, plus tectonique, plus stratigraphie, hein, les joints de stratification, etc., etc. À partir de là, peut apparaître ce qu'on appelle un noyau.
Je vous en ai montré, hein, les anneaux de Lisgang. Avant, c'est les bandes de Lisgang qui apparaissent au phénomène de saturation. On a les noyaux de Lisgang qui peuvent apparaître. Ce noyau de Lisgang va être pris en charge par l'évolution de l'altération pour transformer son contenu en isaltérite, puis en allotérite. Et quand on va obtenir une circulation, une jonction entrée-sortie, on va avoir une circulation, on va donc rajouter, ça c'est de la phase du primo-karst, on bascule dans la notion du karst, avec donc la continuité hydrodynamique. Et cette continuité hydrodynamique, elle nous permet d'avoir deux types de régimes. Un régime dit paragénétique, qui est que la cavité, au fur et à mesure qu'elle se creuse, est accompagnée par une sédimentation. Et donc ça signifie des écoulements très lents à lents. Les formes qui sortent du primo-karst sont tout à fait comparables à ceux de la paragénèse, tout simplement parce que c'est l'hydrogéochimie qui domine dans la morphologie, d'accord, des formes douces. Et puis quand on passe dans la dynamique syngénétique, ce sont des écoulements rapides qui se mettent en place, généralement liés à un abaissement du niveau de base ou en tout cas à l'augmentation du gradient d'écoulement. Et donc à ce moment-là, on va avoir des formes très dynamiques, débouchant en particulier sur les vagues de corrosion, de vagues d'altération que je vous ai montré tout à l'heure, hein, les gros trous sur les parois. Voilà. Et puis, à la fin, le petit cadre bleu, eh bien, c'est lorsque le drain n'est plus dynamique, on rentre à ce moment-là dans le domaine du paléokarst, avec le paléokarst encore inclus dans le massif, puis le paléokarst résiduel installé dans une butte, dans une partie devant le massif s'est séparé de cette partie-là, et puis le dernier élément, c'est lorsqu'elle perd son toit, et on a à ce moment-là des galeries sans toit, hein, dans lesquelles bien sûr il n'y a plus de circulation, jusqu'à ce que l'érosion finisse de les éliminer. Hein. Alors, enfin, dans cette conclusion, c'est que les galeries peuvent être complexes, hein, vous voyez ici, hein, on obtient un collecteur avec une, deux, voire trois, quatre galeries qui étaient parallèles les unes aux autres et qui se réunissent. Voilà, on obtient ce genre d'éléments, mais il faut savoir que d'autres amateurs le savaient déjà. Voilà. On n'était pas les premiers. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance ? Moi, j'avais une question, du coup, comme j'ai appris aujourd'hui qu'on pouvait avoir des karsts dans le grès. Oui, je t'en ai montré une photo, oui. Pourquoi on ne pourrait pas avoir des karsts dans le granit et dans les fractures ouvertes du granit ? D'accord. Ça existe absolument. Moi, je connais une cavité de 240 mètres, constituée de 3 salles et 2 conduits, dont un avec un chenal de voûte, dans un batholite granitique au Brésil. Voilà. Pour moi, karst, c'était égal à calcaire, carbonate. Au Brésil. Non, dites-vous bien que je vais vous reprendre ce que je disais tout à l'heure. Si on veut avoir pour la vidéo. Oui, il vaut mieux. Alors, ce que je disais tout à l'heure en aparté, pendant qu'on essayait de se préparer à déjeuner, c'était la mise en bouche. Je racontais donc tout à l'heure que à Fontainebleau, un géochimiste très très connu et grand spécialiste de Fontainebleau, un grand prof de l'école des mines, nous a expliqué dans un de ses bouquins que pendant les périodes froides, la silice contenue dans l'eau, il y a toujours un petit peu de silice résiduelle dans l'eau, dans toutes les eaux, on est d'accord. Voilà. Et bien que cette silice, lors des températures très basses, pendant les phases périglaciaires, eh bien se concentrait et se déposait dans les sables et constituait le ciment des sables de Fontainebleau. Et donc les grès de Fontainebleau, c'est ce mécanisme-là. Et ça a même été daté, notamment à Fontainebleau, ça a été daté de la dernière phase froide, entre moins 80 000 et moins 15 000. Donc c'est des choses qui existent. Hein, y compris chez nous. Donc, la silicification des sables de Fontainebleau a permis de dégager des formes karstiques, parce qu'il y a des drainages karstiques qui se sont installés à ce moment-là. Et le problème, c'est que au lieu d'être de la dissolution, c'est au contraire du dépôt. C'est-à-dire que les formes karstiques ont contribué au dépôt des parois, au lieu de façonner les parois à partir d'un encaissant.
l'encaissance est un sable, et là, les circulations intérieures du sable ont permis le dépôt sur ce qui devient petit à petit des drains. Voilà, c'est le mécanisme inverse. Mais on en a dans tout, hein. On en a dans le fer. Il y a des cavités dans le fer. Hein. Moi, j'en ai exploré quelques-unes. Les plus grandes dépassent le kilomètre de conduit, donc c'est relativement conséquent. Et enfin, aucune roche n'échappe à ça, sauf dans les volcans. Mais dans les volcans, les laves, c'est un autre mécanisme, bien évidemment, mais il y a des cavités dedans. Mais des cavités de dissolution, on en a pour ainsi dire dans tous les substrats. Que ça aille du granit jusqu'au dépôt de gypse, en passant par les craie, les calcaires solides, les grès, les quartzites. Ah, les quartzites, c'est extraordinaire. Les formes qu'on a dans les quartzites. On a même si vous connaissez, vous devez connaître ça, comment ça s'appelle, les tsingés de Madagascar. Vous savez, ces grandes formes de lapia très fins, etc. J'en ai en photo que j'ai vu, de grottes que j'ai explorées, dans les quartzites du Brésil. J'ai des tsingés dans les quartzites. Des lames épaisses comme ma main, qui font 2, 3, 5 mètres de hauteur, et qui sont mortelles, bien évidemment. Voilà. Mais ça existe. OK ? Merci.